juste voilà, sans expectoration complètement. Il n'y a pas de signe d'appel. Voilà, bon, voilà, des fois, le vendeur a dit بعد une quinzaine de jours, il a présenté des crachats et un seul épisode. Un seul épisode. On a laissé bien sûr. J'ai fait un épisode bon, c'est bon. Pour une pneumopathie interstitielle diffuse, découverte à l'occasion d'une mission d'étoile, le scanner le 26 8 2013 est là, aspect en 20 minutes. L'aspect en 20 minutes avec des produits pneumopathiques. Avec des adénopathies de la fenêtre aortico-pulmonaire. Donc la fibroscopie ramène un liquide inflammatoire avec un élargissement بالنسبة للرابور كان المسلم بجرد avec élargissement des éperons et sécrétion abondante. Liquide bronchite normal, cytologie et biopsie réelle assimilée, bêta négatif. Bêta, j'ai fait trois analyses. Bêta sont devenus négatifs. Spirométrie normale. Donc la conclusion, c'est qu'une pneumopathie interstitielle diffuse sans retentissement fonctionnel. Sous traitement symptomatique. Il est revenu la semaine dernière. Il a voulu, bien sûr, avoir le cœur net sur le côté pulmonaire, mais finalement, la même est revenue le 6. Donc, ce qui l'inquiète, bien sûr, c'est les adénopathies médiastinales et l'aspect de verre dépolif, le scanner. Cliniquement, ما عنده حتى شيء. Juste une dyspnée de alpha. C'est une dyspnée des forces. Non. Passif, dans un bureau, dans une agence, dans un bureau, le voisin du bureau est stand-by. Et puis les clients, ils ont
الأولانية لا معناها يعني الثانية le 29/7 والثاني 29 juillet والثانية عودة البيوت الثانية عودة البيوت Mais finalement, est-ce que ce sont des images, de classification postale, des images superposées, des images additionnées, ou est-ce qu'il y a la fibroscopie ne ramène rien, on a un liquide inflammatoire, aspect inflammatoire. Enfin, il n'y a que le côté, on a la présence d'adénopathie plus l'aspect interlocutif de la système. Possible, comment expliquer le bilan biologique normal. ما عندوش حاجة كي C'est inflammatoire, les adénopathies, ça peut attirer. Ouais, c'est inflammatoire, mais il n'y en a pas beaucoup des adénopathies. Il n'y a pas de dysphonie normale, il n'y a pas de dysphonie, il n'y a pas de paralysie référentielle gauche, il n'y a pas d'adénopathie. C'est la toute façon, là, il y a une cardiologie. Il y a une hypomatose, d'élargissement. En juillet, il avait une CRP à 17,9. Ils ne sont pas énormes, les adénopathies. Ils ne sont pas énormes. La vieillesse, mais Il y a effectivement un espèce de paralysie, on a vu maintenant. Il a des adénopathies de la famille traumatique rassurantes. C'est ce que je viens de dire, le scanner est rassurant. Parce que généralement, là où elle est c'est rassurant. Le syndrome interstitiel à radiologie. Le scanner peut nous aider. Il pose, si on voit une interprétation, quel type de syndrome interstitiel il faut le classer. Alors, ce syndrome interstitiel, on a des épaississements de septa, des épaissements des succieux. On le trouve dans l'incidence cardiaque. Les adénopathies, les adénomégalies, ça se trouve dans l'incidence cardiaque. Parce qu'il y a une stase veineuse, une stase des veines qui sont entre la lymphétique. On a vu c'est une insuffisance cardiaque. Tout ça veut dire secondaire à une insuffisance cardiaque, ça dure au moins 10 ans. Attends, insuffisance respiratoire, embolie pulmonaire, on trouve des adénopathies. Au terme pulmonaire, on trouve des adénopathies. On trouve des adénopathies parce que les lymphes, ça se trouve au-delà des veines. S'il y a un stase veineux, on trouve des adénomégalies dans l'insuffisance cardiaque. Mais si on veut être rigoureux, quel est le type de syndrome interstitiel? Le syndrome interstitiel, les causes de syndrome, ça, ce sont des épaississements des septa, de verres dépolis qui cadrent avec la zygose cardiaque. Les septa, des lignes très épaississement des septa réguliers, sans nodules. Il a l'amélioration clinique alors qu'il n'a pas été mis sur apparemment la lazévite, c'est bien une Oui, il n'a pas une amélioration clinique. Les épaississements des septa. Surtout des lignes. Les septa, c'est l'insuffisance cardiaque. Les épaississements des septa réguliers. Les éléments alimentaires.
blanchie pour ça. Oui, la phase plasticienne, c'est essentiellement des états réguliers et précis à un verre de poli. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres lésions élémentaires, il n'y a pas de résorption bronchique, il n'y a pas de micro-nodules, il n'y a pas d'autres éléments. C'est l'air rassurant, mais ce qu'il fallait faire devant une physique, c'est obligatoire. C'est rassurant, mais c'est un petit peu technique de par ça. Se charge. Ouais. Se charge. Je pense que c'est un qui est manger. Écho-cardiaque ici. Physiquement, il est comment? Obèse. Voilà. Aslam, c'est bien. كلمتك عليه justement. كلمتك عليه. Bien sûr. C'est un petit coup, c'est un petit coup. Vous savez ce qu'il y a? Pour le pique, à l'époque, je vous disais pique ou un gilet. Est-ce qu'elle va expliquer l'obésité ou la surcharge? Ah ben ça, il a aussi de la graisse dans le médiastin. Mais malheureusement, Il est de Il a expliqué ça. c'est une jeune fille de 28 ans qui depuis janvier présente une toux sèche, sans display, avec de la fièvre. La fièvre et des frissons. Elle a consulté la radio du 13 janvier 2014. Le chef est un médecin généraliste qui l'a mis sous clamoxyl. Elle a reçu à 2 reprises de clamoxyl pendant 7 jours. On partait, elle a repris le clamoxyl pendant 7 jours encore. J'ai tonifié la semaine dernière pour cette toux qui persiste. Donc elle n'a pas été contrôlée par le clamoxyl, elle n'a pas été contrôlée sur le plan radiologique. La toux persiste, donc elle a une chose de foyer. L'examen est tout à fait normal, il n'y a rien du tout. Juste elle a une toux avec des expectorations parfois mucopurulentes, de la fièvre qui n'a pas été chiffrée, mais au cabinet elle avait 38,5, ou des frissons parfois. Il n'y a pas d'altération de l'état général, il n'y a pas de dyspnée d'effort, rien de ceci. J'ai refait la radio. Progression de l'obésité avec apparition d'un petit infiltrate de l'autre côté. J'ai demandé un bilan biologique. 28 ans, c'est une secrétaire, c'est une jeune fille secrétaire. Elle a une VS à 90-117, une glycémie 1,03, créatinine normale, calcémie phosphorémie normale, une CRP à 40, des IgE 1560, des globules blancs à 7500, une hémoglobine à 12,5 et pour la formule, une prédominance des éosinophiles avec 1770. 23,8% d'éosinophiles. Donc, comme prévu, amène le lavage. Elle avait une fibroscopie, elle était très gênée à la fibroscopie, elle avait une toux qui persiste, elle avait un aspect inflammatoire, surtout au niveau du poumon gauche, la lingula et la lobère inférieure. L'origine de cette fibre. Hein? L'origine. L'origine. Chenille. bonne question. Donc, pour le lavage, c'est une cytologie bronchique à prédominance macrophagique avec une nette augmentation du pourcentage des polynucléaires éosinophiles. Elle a 20% d'éosinophiles. Donc, des macrophages à 50%, des lymphocytes à 2%, des polynucléaires à 35%.
neutrophile 15 et éosinophile 20, avec des sidérophères à 13%. La cytologie, c'est surtout inflammatoire. La recherche de B4 dans le crachat et le liquide bronchique sont négatives. Donc, j'ai suspecté le poumon éosinophile, la pneumopathie éosinophile. J'espère qu'il ne soit pas chronique. Donc, il n'y a pas de signe en faveur d'une parasitose quelconque. Donc, je l'ai mise sous corticoïde, sous corticothérapie. Elle a commencé sa corticothérapie hier. Mais on va voir l'évolution. C'est l'évolution qui va dire. Je ne sais pas si vous avez d'autres médicaments. Pourquoi Elle n'a pas de médicaments. Juste un psoriasis. Elle a un psoriasis sous traitement local. Il n'y a pas de traitement médicamenteux. Unilatéral, les lésions sont unilatérales. Ah, c'est un Ah ouais. Parce que ma vie, je vais aller cliché, je conjure. Vous devez avoir des lésions de l'autre côté, non? Oui, le radiothorax, ça fait bien des radios, des lésions. Ah ouais, Voilà, c'est périphérique. ouais. Ah, bilatéral. Voilà. Voilà. C'est bon aussi. Là, j'essaie de cliché pour les... Elle n'a pas de l'asthme, une rhinite allergique. Elle n'a pas d'asthme, elle n'est pas atopique pour l'asthme, elle n'a pas de sinusite. Pour le choc extra, je l'ai suspecté, elle n'a pas, mais on va voir avec l'évolution de toutes les façons. Absolument. Mais à mon avis, peut-être qu'il faut décontaminer par les antiparasitaires, même si on n'a pas de... Je jette le dossier parce que c'est récent, je viens de la mettre sous corticoïde avec le drac. Est-ce qu'on faut décontaminer. c'est possible? Non, c'est sûrement Le crash pas hotel. Le crash hotel. Oui. Elle a quelques CDB. Elle a quelques dilatations. Du côté droit. Ah, ouais, un crash, je sais pas ce que... non, les IgE élevés, donc, sont souvent éosinophile. C'est vrai qu'elle est passée. Le problème pour les jeunes, surtout, c'est la corticodépendance. Que le bilan par Le fait d'arrêter les corticoïdes et de Il n'y a pas de signe extra-thoracique. Non. Des normales, pas de myalgie, pas d'allergie, Non, pas de non, non. Juste la toux. Elle est gênée, juste par la toux. Elle n'a pas d'autre signe. On fait plusieurs cas de poumon éosinophile. C'est une infiltration des poumons par les polynucléaires éosinophiles qui donne de différents types. Parfois, on recherche une cause parasitaire associée, une pneumopathie d'hypersensibilité aussi, médicamenteuse, si elle a pris un médicament. Et puis, le syndrome de choc de Strauss qui s'associe à un asthme sévère et une sinusite. Il n'y a pas de gastrite. Non. Même là, sous corticoïde, je viens de les démarrer, mais elle n'a pas de problème digestif. Elle a pris plusieurs des antibiotiques, mais elle n'a pas signalé de problème particulier. Un enfant, il a une avec une gastrite aussi. Cette biopsie gastrique, elle a confirmé. Elle a confirmé juste rapidement quand elle a fait C'est ça, Alors, il faut décontaminer le parasite. Je vais la revoir bientôt. Oui, bien sûr. En général, nous avons fait beaucoup de gens qui ont décortiqué des gens d'origine soudanais et tout ça, et ils ont fait une invasion par l'anguillose et tout ça. Il faut décontaminer. on a connu le cas de présenté. C'est choquant comme cas clinique. Des corticoïdes, et puis qu'elle aime bien, qui a arrêté les corticoïdes. Donc, les urgences respiratoires, je vais montrer quelques cas cliniques, donc c'est un monsieur qui a admis que c'est une radio faite à l'occasion d'une intuition pour AVC. Qu'est-ce que vous en pensez? Radio faite à l'occasion d'une intuition pour AVC. Donc, il y a un mobile global supérieur droit, d'accord? Un mobile global supérieur droit, le scanner, il y en a un autre de l'autre côté. Et donc, c'était l'AVC. Le deuxième cas, c'est un malade donc, qui était suivi à Z10 pour hémoptysie, 86 ans. Et la radio, donc, pleine de contaminé de radiologue. Donc,
il est considéré comme normal. Qu'est-ce que vous en dites? Vous en pensez? 86 ans. Oui, non, je ne sais pas. C'est quoi? Donc, supérieur. C'est ça. Voilà. Il a donc il a une capacité extérieure supérieure. Bon, on entre dans le vif du sujet. Donc, je vais parler de traumato. Une balle qui a brûlé la face interne de l'avant-bras droit, ça part thoracique au niveau du cœur, c'est une radiologie pour une maladie aromatique, il a eu une balle qui a passé ici. Ça a été effleuré. Il n'a pas eu d'extraction. Donc, c'est vraiment, elle a effleuré, elle est passée ici. Donc, la radio du même jour est normale. Donc, la radio 2 jours après, ça montre cette image-là. Donc, c'est un syndrome alvéolo-interstitiel. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, ce sont des lésions de souffle. Donc, ce processus paléontologique induit des lésions à un organisme exposé à un nombre de chocs au cours d'une explosion. Les organes, ce sont des lésions de souffle. Vous avez une explosion physico-chimique, 2 jours après, il est apparu des lésions de souffle. Donc, quand il y a une explosion, il faut chercher les organes les plus exposés, surtout l'oreille. Si l'oreille est éteinte, on sait qu'il y a autre chose. Donc, tout point de vue, on peut avoir un modèle lésionnaire, des lectures aériennes, donc l'emphysème interstitiel, hématocèle, pulmonaire, des lectures vasculaires, des hématocytes, des hématocèles, des hématocèles. Faire attention quand un malade se présente, il n'a pas eu reçu de balle, et quand la balle est passée à côté, ou bien une explosion, on peut passer à la lésion de souffle. القص الفوق هذا سيسمى مامي نروح شويتين C'est un coronarien. Il a été opéré, il a eu un triple pontage. Donc, au décours d'un pontage coronarien, il s'est retrouvé avec un grand poumon. Très bien. C'est ça. Donc, vous voyez, donc, c'est animal. Donc, sténotomie pour un triple pontage. Donc, il a un drap. Bon, il a donc les ailes souterraines. Probablement, on devra avoir les ailes ici, mais je pense qu'il n'y a rien à part ces deux lésions. Donc, un drap et de l'emphysème. Donc, est-ce que vous avez une idée des complications postopératoires? Voilà, le scanner. Donc, il a ce qu'on appelle un pneumo péricarde. C'est de l'air dans le péricarde, associé à un pneumo médiastin. De l'air dans le péricarde. Donc, ce sont des complications post-sténotomie. Donc, l'évolution est favorable. Donc, pour un petit propos sur la pneumopéricarde, c'est de l'air dans la cavité péricardique. On a cette image ici qui a été faite sur le malade de Liège. Il y a eu un trouble de pontage à l'autre pulmonaire avec l'utilisation de l'artère mammaire interne compliquée d'une lésion cardiaque. Les causes de pneumopéricarde soit traumatique, infectieuse ou iatropienne. Si on considère les causes iatropiennes, l'incidence toute cause confondue peut être de 2,5%. Une histoire de cette dame certifiée qui m'a consulté 8 mai pour des bronchopathies décisions. En intervenant, les lumières ramènent son historique. Donc là, l'histoire de traumatisme, thoracique 3 mois auparavant, la radio 3 heures après l'admission montre cette image-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Traumatisme thoracique grave, donc il est éjecté dans une voiture. Et là, cette radio 3 heures après l'admission, qu'est-ce que vous en pensez? Donc une augmentation du ton droit, de l'emphysème sous-cutané maxillaire gauche et, faire attention, de l'air qui file à travers le corps. Donc ça, quand on a de l'air qui monte en haut, c'est un pneumo médiastin. Donc, radioadmission, donc condensation gaz de l'époque, emphysème sous-cutané, hyperclarité linéaire verticale, le long du médecin, les traumatologues, les syndics, ça. Donc,
souvent, surtout chez les jeunes, il faut penser à une rupture trachéobronchique. Donc des clarités gazeuses le long du bassin, c'est comme on vient le plus, et dans la catégorie de maximum. Voilà ce qu'on fait aussi. On va commettre une importante quantité d'erreurs dans le médecin. Les structures vasculaires du médecin supérieur sont littéralement sous les ailes. L'air a diffusé dans les régions sous-cutanées des parois thoraciques de non-cervicales. Si on voit les autres groupes, donc on a dans les sous-cutanées, ce qui est important, très très important, c'est la trachée. Il faut bien voir la trachée. Donc quand on a des nerfs qui donc, il y a une rupture de continuité de la trachée. Et surtout, si on a la trachée est désaxée, la parole de la trachée est rendue bien visible par l'air, donc elle semble désaxée, ce qui traduit une rupture transversale. D'accord? Pour les éventistes, il faut faire très attention. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est quelqu'un qui a une rupture trachéobronchique et contrôle la trachée, il faut faire une fibroscopie avec donc on intube et on passe le ballonnet au-delà de la rupture pour sauver le malade. Donc, syndrome gazeux, les gens trachéobronchiques et hémoptysie, on va avoir la même chose dans les lésions œsophagiennes, d'accord? Mais s'il y a une hémoptysie, c'est le poumon. Donc, il faut bien, le syndrome gazeux, il ne faut pas l'enlever. Nos médecins, pneumothorax, on visite toute l'année. La fibroscopie bronchique fait le diagnostic. Et ça permet un traitement dans le cas où la rupture est transversale. Ce sont des complications rares, mais graves, des traumatismes thoraciques. Le mécanisme de choc direct, accélération, hyperextension cervico-cervicale, hyperpression thoracique de l'autre sommet, la pneumonie vitale, le pseudo-obstruction, pneumothorax compressive, la tempérance gazeuse, état de choc ou moyen hémorragique. Le traitement peut être conservateur. On a eu plein de cas, mais ça va venir, le traitement, surtout chez les enfants. Si on ne les bouscule pas, ça va très bien. Chez les enfants, ils s'intègrent très rapidement, ils s'améliorent très rapidement. La spontanée. Le drainage, c'est un découlement. Vous voyez très bien, on trouve que c'est amélioré. Mais cette malade, elle est venue me consulter pour des bronchites à répétition. Donc j'ai fait le bilan, mais elle faisait des infections avant le traumatisme. Donc je l'ai mis, je fais son bilan d'allergo, elle est courtoise. Je l'ai mis sous cervical singulaire et je l'ai décontaminé très rapidement, après l'addition du vent. Donc dans ce cas-là, il faut penser à rechercher les complications tardives de la rupture trachéobronchique qui sont les sténoses, la dilatation et la téléctasie. Donc j'ai programmé pour recherche des complications tardives de la rupture trachéobronchique. Bon, c'est une malade d'un docteur Méralisol. Donc, celle à 70 donc accident de voie publique, dommage thoracique grave, asphyxie, emphysème sous-cutané, les ramener à l'hôpital en ville, donc avec dans cet état-là, donc le scanner montre le pneumothorax bilatéral, de l'air dans le médiastin, donc ça évoque la rupture trachéobronchique, et d'emblée, donc c'est évoqué la trachéobronchique, pneumothorax donc bilatéral, pneumomédecin évident, même dans le véhicule, même dans l'ambulance en ménindra. Ça peut sauver le malade. Donc, elle était drainée. Donc, drain thoracique en place et apparition de la section inférieure gauche. 3 jours après, il ne faut pas hésiter à faire des scanners de contrôle. Les deux points sont à la parole, consolidation bilatérale puis foncière à gauche. Donc, 8e jour, régression du foyer à gauche, SM de réaction clinique. Donc, le matin, on lui a enlevé le drain. L'après-midi, elle va bien. D'accord? Donc, le poumon est à la paroi. On faisait une nettement redressé. Donc, mais il ne faut pas lâcher cette malade. Il faut la surveiller. Comment la surveiller? C'est une malade qui a plein de fractures de corps. Pneumothorax bilatéral, progression spontanée à gauche, donc à droite. C'est une dame très fragile. Donc, la meilleure façon de suivre ce malade, c'est l'échographie au lit du malade. Donc, au 10e jour, l'échographie thoracique, c'est une tâche.
syndrome alvéolaire échographiste, donc de l'air entrecoupé, le bronchogramme aérien entrecoupé de l'eau à bronchogramme hydrique, et ce qui est très important, c'est de l'air intrapulmonaire. C'est un hydroprocontarique. Le syndrome alvéolaire, syndrome interstitiel bronchomoléculaire. Donc cette date, on a enlevé le drap, elle allait bien. En le surveillant tous les jours avec cette photographie, on découvre qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et en effet, on demande à la radio, on ne peut pas demander tous les jours, donc elle a un hydropneumothorax bilatéral, qui est commencé à droite, et déjà, donc, notre suspicion, elle est confirmée, elle a un décollement. Donc, sur le décollement, le lendemain, le décollement, donc, ça va très vite. Donc, 2 jours après, le décollement est plus important. J'ai adressé un fax, donc, on l'a drainé durant 15 jours après, et c'est amélioré. Donc, il s'agit d'une femme de 27 ans, traumatisme thoracique grave, fracture de côte bilatérale, contusion pulmonaire bilatérale, emphysème subcutané pneumothorax bilatéral, pneumomédecin, résistance à distance du 12 du fluide bilatéral avec apparition d'un niveau hydroaérique bilatéral et un décollement à droite, ce qui évoque une petite trachéotomie. Intérêt de l'échographie au lit de malade poursuivre ce genre de malade. Les ruptures trachéobronchiques, c'est une complication rare mais grave. Il faut aussi dépendre de la rapidité de la prise en charge. Plus de 95% de ces ruptures, c'est au niveau à 2,5 cm autour de la sérène. Les principaux signes évocatifs sont la présence des hémoptysies et la présence de syndrome Bell. Donc, emphysème subcutané, pneumomédecin, pneumothorax. La persistance de brûlage important avec difficulté de l'expansion du poumon sous le sang après les drainages thoraciques est un indicateur de sévérité de la lésion. Le traumatisme thoracique, 12 lésions potentiellement létales. Donc, il y a des gens qui meurent de 5 minutes à la massage, c'est l'obstruction aérienne supérieure, les gros vaisseaux, le pneumothorax compressif et les ruptures trachéobronchiques, le pneumothorax massif et les contusions myocardiques. Les lésions qui peuvent patienter, on peut le diagnostiquer à l'hôpital, la tempéromate, la rupture diaphragmatique, le volet thoracique, la rupture osophagienne, le pneumothorax ouvert, la contusion pulmonaire. Donc, les traumatismes thoraciques, deuxième cause de mortalité, c'est une région de cancer, le consensus. Donc, la radiographie thoracique est inutile si l'examen clinique est normal chez un patient consulte. L'échographie thoraco-abdominale est l'examen de première ligne chez les patients instables. Les patients stables victimes de traumatisme à haute énergie doivent bénéficier d'une tomographocie thoracique. Lors de choc à haute énergie, le diagnostic fonction myocardique, électrotroponine écho. Donc, s'il y a un état d'instabilité hémodynamique, il ne faut pas hésiter à faire une thoracotomie, d'autant plus qu'on a un saignement et un drainage chirurgical. L'échographie thoraco-abdominale en salle de déchauffage pour dépister des lésions nécessitant un traitement rapide. L'échographie pleural. Plusieurs études valident l'échographie pour le diagnostic de pneumothorax en salle de déchauffage chez le patient pour les traumatismes. Est-ce que vous savez que le diagnostic précoce du pneumothorax et l'échographie, c'est nouveau. L'échographie peut permettre le diagnostic des pneumothorax non visibles sur le cliché thoracique de face. Donc, l'échographie, donc, on sait que l'échographie thoracique, donc, est conseillée pour les éponges c'était validé pour les hémothorax. L'échographie costo-sternale pour la fracture du sternum, c'est plus performant que la radio, ainsi que pour les corps. L'échographie abdominale, il y a des cours un peu partout pour découvrir des étouffements dans abdominaux. L'échographie peut-être. Il y a des études qui ont montré des formations demi-matinée pour les médecins urgentistes. Ils peuvent faire le diagnostic des atteintes de myocarditis. Le pneumothorax, la Liechtenstein, c'est un réanimateur sur l'ombre de l'échographie thoracique. Pour faire le diagnostic de pneumothorax par échographie, il faut montrer l'absence du signe de glissement. Le projet d'écho sur la paroi thoracique, la ligne, l'interface pleuro-aérique, ça glisse. Son absence visible de son glissement ou l'objectivité en TM, en montrant le signe de Goldbach ou de stratosphère qui est linéaire, ça montre qu'il n'y a pas, donc ça ne glisse pas, donc il y a l'existence d'un pneumothorax. D'autre part, il y a les lignes B, que je vais vous montrer, on va en discuter la deuxième partie de l'exposé, la disparition de ligne B. La présence de ligne B exclut le pneumothorax. L'absence de signe de glissement objectivé en TM, TM c'est pour un petit truc
c'est comme on fait sur la valve mitrale. Donc, en principe, si ça glisse, le poumon, on peut le voir très rapidement, si ça glisse, on a des sinusites. Si ça ne glisse pas, c'est bon. C'est un signe très rapide. En 1 minute, on peut faire le diagnostic d'un pneumothorax dans la salle de déchocage. Donc, pour les épanchements plus lourds, vous voyez une radio quasi normale. Si on fait une échographie, on voit un épanchement qui était fonctionné, on a retiré 200 cc. Ça, c'est un cas du gros pneumothorax. L'échographie, qui a du liquide, un syndrome alvéolaire. Ça, c'était évident. Sur cette radio, on ne peut pas dire qu'il y a grand-chose. Il y a un niveau, c'est vrai, mais l'échographie peut mettre en évidence l'hydropneumothorax. Donc, si au niveau de le patient est en position assise, on fait un balayage transversal. Donc, en passant en bas, tout à fait en bas, on trouve qu'il y a du syndrome alvéolaire, l'interface est du liquide. Si on monte en haut, dans le 7e espace, on trouve du liquide qui a de l'air dedans, qui est un témoin d'hydropneumothorax. Donc, à plus fort grossissement, en haut, on a l'interface pleuro-aérique, de l'air intra-liquidien, témoin d'hydropneumothorax. Et ce qui est le plus important, c'est ce qu'on appelle le signe du rideau. Donc, on est au 7e espace intercostal. L'air monte vers le haut. On a vu seulement le liquide. En montant, on va de l'air entremêlé avec du liquide. Et en inspirant, tout disparaît. Ce qu'on appelle le signe du rideau. C'est pathognomonique de l'hydropneumothorax. Le dernier cas, donc je l'ai vu, ma consulté le 22/5, elle a toujours mal à gauche. Elle a eu donc 15 ans auparavant des fractures vicieuses et compliquées au niveau à gauche. Donc elle a fait donc, le 9 juillet 1994 un hémopneumothorax avec des fractures de côte vicieuses. Elle a eu un double drainage. Le drain était aboli donc 3 semaines après. On a été obligé de la drainer et quelques jours après, on a mis des agrafes. Vous voyez ici les agrafes. Donc, sont donc les arcs postérieurs, vous voyez derrière. Au moins 2 agrafes au niveau du 5e, 6e espace côte gauche. Donc, cette malade, elle se plaît, elle a toujours mal, ça fait 15 ans. Donc, on lui fait une échographie. Je m'excuse. Donc, ça, c'est, si vous voulez, comment on fait l'échographie thoracique avec le tableau. Donc, en passant de haut en bas, on trouve donc, les côtes et les espaces intercostaux. Ici, vous avez, ça, c'est une côte. Et à travers les côtes, vous connaissez, il y a l'ombre, pardon, ça, c'est une côte. À travers une côte, il y a une ombre noire, ce qu'on appelle l'ombre pure. C'est comme une lithiase vésiculaire. À travers une lithiase cristalline vésiculaire, on a du noir. Et au niveau de l'espace intercostal, donc, on a l'espace du poumon et il y a un ombre impur. Donc, quand on fait une échographie classique, on a des cônes noirs, blancs, noirs, blancs. Ça, c'est le poumon normal. Ça, donc, ce qui est bien dans l'échographie. On peut comparer le normal et le droit et la gauche. Elle a mal à la gauche, donc je fais le droit pour comparer. Donc, on a une succession cône d'ombre pure, cône d'ombre impure. Ça, c'est le normal. Cette dame-là, cette fille-là, si on fait donc, au niveau du 16e intercostal, on voit ici donc, le poumon et le cône d'ombre pur. Au-delà, on voit du poumon. Donc, elle a une rupture de continuité de la côte. Donc, à un certain moment, la côte, elle est sous la peau, comme on la devine ici. Donc, si vous voyez ici, la côte, ici, le poumon est sous la peau. C'est ça ce qui me fait mal. Et si on fait en mode DM, donc, même si c'est sous la peau, le signe de glissement est conservé. Donc elle respire bien après le paquet pleuvé. Et comme je vous montrais, c'est le signe de la sinuite. Sinusoïde. C'est pas le signe de la voilà, je m'excuse. Voilà, c'est la première chose. Bravo. Je m'excuse. Un emphysème sous-cutané. On a eu un cas, ça fait 1 mois et demi, 1 mois, 1 semaine. L'insuffisance respiratoire aiguë, ça se définit par la possibilité d'assurer une oxygénation suffisante du sang artériel, entraînant donc une altération des fonctions viscérales, notamment des organes nobles, à savoir les troubles d'hallucination, sténinopathie et l'altération des fonctions rénales et hépatiques. Sur le plan gazométrique, l'insuffisance respiratoire, ça se définit
par l'impossibilité de maintenir une PaO2 supérieure à 80 mm. Donc en fait, ça c'est un chiffre un peu... il n'y a pas de chiffre minimal exact de la PaO2, mais il faut savoir que la PaO2, elle varie en fonction de l'âge. Là, je vous donne donc une formule un peu, qui donne une valeur approchée de la PaO2. C'est 100 moins H sur 3 en européen. Donc si on suppose qu'on a une personne âgée de 60 ans, donc ça va faire 100 moins 60 sur 3. Donc ça va faire 80 mm. Donc ça, aux urgences, c'est un petit rappel sur la PaO2 en fonction de l'âge. Sinon, donc, la saturation d'oxygène doit être maintenue à 80 supérieure à 95%. Et la PaCO2 doit être entre 38 et 40 mm. La suffisance respiratoire aiguë, en fait, c'est une hypoxémie qui est définie par une PaO2 inférieure à 60, une saturation inférieure à 90%, plus ou moins une PaCO2 qui est supérieure à 60 mm pour mercure. Donc, c'est surtout la PaO2 qui doit être inférieure à 60 mm pour mercure. Alors, je vais passer aussi rapidement sur d'autres définitions qu'il faut savoir. Le SDRA, le syndrome de détresse respiratoire aiguë, est un syndrome particulier défini essentiellement par trois choses: la présence d'opacité radiologique pulmonaire bilatérale de type alvéolaire, deuxièmement une hypoxémie avec un rapport PaO2 sur FiO2 inférieur à 200 mm/mercure, et surtout l'absence de signes d'insuffisance ventriculaire gauche. Donc alors que le syndrome, je ne sais pas si vous connaissez avant, c'est l'ALI, le acute lung injury, qui est une forme moins sévère ou surtout potentiellement moins élevée, définie par des critères identiques au SDRA, mais avec un rapport PaO2 sur FiO2 qui est inférieur à 300 mm/mercure. Alors comment reconnaître le syndrome d'IRA? Ça repose essentiellement sur les symptômes cliniques et ainsi que sur les signes gastriques avec une altération des gaz du sang. Donc les symptômes cliniques, c'est essentiellement les signes respiratoires, ça on le sait tous, une dyspnée constante au repos, c'est la plainte fonctionnelle majeure à prendre en compte et bien sûr à intensifier. Devant un patient dyspnéique, il faut mesurer la fréquence respiratoire, donc la tachypnée c'est une fréquence supérieure à 25, la bradypnée elle est supérieure à 15. Il faut savoir que la bradypnée est un signe de gravité puisque ça témoigne de l'épuisement respiratoire. Il faut savoir s'en rendre compte. Sinon, une analyse de phase inspiratoire, de l'inspiration sur l'expiration aussi, ça peut nous rendre service, donc, surtout dans le diagnostic écologique. Par exemple, une expiration difficile, prolongée, spontanément sifflante, ça témoigne plutôt d'un rétrécissement donc, des branches distales, alors que si l'inspiration est difficile, avec un bruit de cornage, donc ça témoigne plutôt d'une atteinte aérienne proximale, donc le larynx ou la trachée. Toujours les signes respiratoires, donc il peut y avoir une mise en jeu des muscles respiratoires accessoires. Donc à l'inspection, il y a un tirage susclaviculaire, un creusement susternal, une intercostal, une désynchronisation thoraco-abdominale, un creusement gastrique respiratoire, et chez l'enfant, c'est surtout le battement des têtes humaines. Deuxièmement, donc c'est des signes neurologiques. Donc on va se trouver chez un patient qui a un trouble de l'attention, qui peut arriver jusqu'au coma, une altération de la vigilance, des mouvements anormaux, convulsions, agitation, désorientation. C'est ce qu'on appelle une encéphalopathie respiratoire. Donc c'est en rapport avec l'insuffisance respiratoire aiguë. Il ne faut pas comprendre ce tableau avec une atteinte purement neurologique. Sinon, des signes cardiovasculaires sont aussi à rechercher: la tachycardie, l'HTA, les sueurs, plutôt une bradycardie, une hypotension artérielle. Donc tout ça, ça peut se manifester au cours de l'insuffisance respiratoire. Donc deuxièmement, c'est comment reconnaître le diagnostic. La confirmation, c'est par la gastrite sanguine. Donc premièrement, c'est l'hypoxémie. Donc comme on a déjà dit, c'est une PaO2 inférieure aux valeurs normales, donc 90 à 100 mm, toujours en fonction de l'âge. Sinon, c'est la saturation, pour qu'on ne dispose pas de gazométrie en urgence. Donc la saturation, c'est quand même un critère fiable. Donc il faut savoir qu'une saturation inférieure à 90%, ça présente un danger immédiat, donc l'oxygénothérapie, et doit être urgente. Sinon, une saturation entre 90 à 95%, donc il faut surveiller. On peut démarrer une oxygénothérapie tout en surveillant.
une saturation supérieure à 95%, donc rien à faire, mais on continue à surveiller. Donc il faut savoir interpréter les différences de la saturation en fonction de la PaO2. Je vais vous montrer la courbe de dissociation de la saturation de l'oxygène en fonction de la PaO2. Vous voyez là qu'il y a deux courbes, donc la courbe ascendante et la courbe plate en plateau. Vous voyez que pour des modifications minimes de la saturation de l'oxygène, par exemple 90, disons à 100%, il y a quand même une énorme variation de la PaO2. Donc vous voyez que la PaO2 elle peut passer de 100 à 60, alors que la saturation d'oxygène elle a passé de 100% à 90%. Donc là il faut faire attention, donc la diminution de la saturation entre 100 et 90%, il faut faire attention de la PaCO2. Donc la normocapnie, elle est normale si elle est associée à une normalisation de l'hypoxémie par l'oxygénothérapie. Elle peut être anormale par contre si persiste une hypoxémie qui est témoin de l'hypoventilation alvéolaire relative. Sinon, l'hypocapnie, si la PaCO2 est inférieure à 38 mmHg, elle témoigne d'une hyperventilation réactionnelle qui bien sûr prend à limiter ou à corriger l'hypocémie. L'hypocapnie, généralement, elle ne se traduit par aucun signe clinique et sur les gaz du sang, on va trouver une alcalose respiratoire. Sinon, l'hypercapnie, qui est définie par une PaCO2 supérieure à 42 mmHg, à l'inverse de l'hypocapnie, elle n'est pas silencieuse, elle se manifeste par des symptômes cliniques. Il faut toujours reconnaître et rechercher des sueurs chaudes, des érythroses, tachycardie, des CHPA. C'est ce qu'on appelle aussi l'encéphalopathie hypercapnique avec des troubles de l'humeur, du sommeil, somnolence diurne, des troubles de l'attention, stomach. C'est le tableau du clapping des morts ou aspérexis. Dans ce cas, sur la manométrie sanguine, on va avoir une acidose respiratoire. Il faut savoir que dans les insuffisances respiratoires aiguës, surtout chez des sujets sains qui n'ont pas des insuffisances respiratoires chroniques, la compensation rénale, elle est tardif, elle est très sélective pour quelques jours. Donc, généralement, l'acidose respiratoire, elle n'est pas compensée. Alors, une fois le diagnostic est fait, il faut rechercher la cause de l'insuffisance respiratoire aiguë rapidement en urgence pour démarrer aussi un traitement étiologique. Donc, il faut évaluer le terrain, c'est-à-dire la sujet sain, tabagique, insuffisance respiratoire chronique, néoplasie, insuffisance cardiaque, donc tout ça. Il faut démarrer des examens paracliniques le plus rapidement possible, aussi même au lit du malade, cliché du thorax, plus ou moins scanner s'il y a une anomalie radiologique, gaz du sang et électrocardiogramme. Alors avant de passer aux étiologies proprement dites, je voulais vous montrer ce schéma et rappeler un petit peu la respiration normale, après on puisse comprendre un petit peu les étiologies. Alors en fait, la respiration normale, c'est un circuit, c'est une chaîne. Donc ça commence par la commande respiratoire, donc ce que vous voyez ici, les neurones respiratoires. Après, donc c'est la jonction neuromusculaire entre la commande centrale et l'effecteur. Et l'effecteur respiratoire, en fait, c'est les muscles respiratoires, la paroi thoracique, les voies aériennes, que ce soit proximales ou distales, et le parenchyme pulmonaire. Donc l'atteinte de n'importe quel élément de cette chaîne va bien sûr engendrer une insuffisance respiratoire. Donc voilà, les étiologies, c'est en fonction de ce schéma. Donc premièrement, l'insuffisance respiratoire aiguë, elle peut être suite à un trouble de la commande centrale ou de l'effecteur neuromusculaire, donc au niveau de la jonction musculaire ou au niveau des muscles. On peut trouver ça dans les AVC, les traumatismes, les maladies neuromusculaires, type poliomyélite, myasthénie, guillain-Barré, tétanos, etc. Deuxième étiologie, c'est l'insuffisance respiratoire aiguë par atteinte de la paroi thoracique. Donc, généralement, c'est les épanchements pleuraux, que ce soit gazeux ou liquidia, et les traumatismes thoraciques, comme on l'a déjà vu. Troisièmement, l'insuffisance respiratoire aiguë par obstruction des voies aériennes, que ce soit les voies aériennes supérieures, l'épiglotte, les tumeurs laryngotrachéales, l'œdème glottique ou l'obstacle bronchique, donc notamment l'asthme pulmonaire, que ce soit
hémodynamique, donc l'OAP cardiogénique, ou OAP lésionnelle, le SDRA, qui peut être de cause multiples, les affections, les embolies graisseuses, l'inhalation de liquide gastrique, la noyade, et enfin les pneumopathie interstitielle, ça peut donner aussi un tableau de DRA. Cinquième étiologie, c'est l'insuffisance respiratoire aiguë parainfrasculaire, donc l'exemple type ici c'est l'embolie pulmonaire, et enfin c'est les traumatismes du thorax, c'est ce qu'on a déjà détaillé. Donc là je vais vous montrer des radiographies correspondant aux étiologies qu'on a déjà citées. Donc vous voyez la première radiologie, donc numéro 1, c'est un œdème aigu du poumon. Donc vous voyez bien les opacités alvéolaires bilatérales. Je ne sais pas si c'est trop clair, mais dans tous les cas, il y a un petit émoussement du cul de stack et un peu donc ça correspond à un OAP. Donc, deuxième radiologie, c'est des opacités alvéolaires de tout le champ pulmonaire droit, avec quelques opacités aussi contralatérales. Donc, c'est le tableau d'une pneumopathie bilatérale hypoxémiante, en tout cas on prendrait l'IRA. Troisième radio, c'est le cas d'une embolie pulmonaire. Donc, si vous voyez bien à gauche, il y a une ascension de la foie diaphragmatique et une opacité pétrakile de la base gauche avec la bande, la dilectasie en bande et l'ascension. Donc ça peut témoigner d'une embolie pulmonaire. Donc là, la quatrième radio, c'est un pneumothorax compressif du poumon gauche. Vous voyez qu'il y a un peu une déviation du poumon, du poumon gauche. Donc au poumon du médiastin adéquat, un abaissement de la foie diaphragmatique gauche. Cinquième radio, c'est une pleurésie étroite massive, donc capacité pleurale de tonalité électrique de la totalité de l'hémothorax droit. Et vous voyez bien que ça entoure le médiastin et le cœur du côté opposé. Par contre, là, c'est plutôt une atelectasie, donc il y a une opacité du champ pulmonaire gauche, mais là, vous voyez qu'il y a plutôt une attraction du médiastin et du cœur du côté atteint, donc c'est plutôt une atelectasie gauche. Donc là, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça peut être? Bon, radiologiquement, on le sait que j'ai pas de... Du pulmono interstitiel bilatérale. Un complément, hein. Voilà, donc peut-être... Complément alvéolaire. Avec taille du cœur normal. Avec taille du cœur normal. Oui, c'est lésionnaire. Donc le scanner, voilà, d'une embolie pulmonaire. Ça c'est clair aussi, c'est facile, mais quand même, c'est un pneumothorax important. Important. C'est un pacemaker qui tue le camp. Non, c'est en mettant le pacemaker, on a fait un pneumothorax. Et son clavier, voilà, il a changé d'adresse. c'est hétérogène. Il a changé d'adresse. Iatrogène, donc il faut toujours se méfier des causes de pneumothorax iatrogène et demander bien sûr une radiographie thoracique au moins de... Bah oui. Donc là, c'est deux cas de pneumopathie infectieuse, donc la DMPFLA. Donc une pneumopathie plutôt droite. Donc une fois le diagnostic étiologique est fait, ensuite à tenir, c'est bien sûr le traitement symptomatique en urgence, et ainsi qu'un traitement étiologique en parallèle qui doit être démarré aussi le plus tôt possible. La mise en condition, donc la position semi-assise, la libération des voies aériennes supérieures, l'aspiration bronchique, le monitorage, bien sûr une voie veineuse, une voie de l'ordre veineuse, réalisation des examens même au lit, donc du malade, l'état du sang, la radio, plus ou moins du micro, les drogues d'urgence doivent être prêtes, et enfin l'oxygénothérapie guidée bien sûr par l'oxygénation posée, et l'oxygénation, donc soit ordinaire par des lunettes nasales, masque ou masque de concentration, soit la ventilation qui peut être non invasive ou invasive. Alors l'oxygénothérapie, donc c'est le fait d'enrichir en oxygène l'air inspiré avec une source d'oxygène pur.
au-delà de 21%, qui est la concentration en oxygène de l'air ambiant, jusqu'à des fréquences respiratoires en oxygène pouvant atteindre les 100%. Là, donc, c'est un tableau que j'ai trouvé, c'est quand même intéressant, ça témoigne un petit peu donc, ça donne une idée du débit et de la fréquence respiratoire en oxygène correspondante en fonction de la méthode d'oxygénothérapie. Donc, vous voyez, les sondes nasales, généralement, donc, ça procure des débits entre 1 à 6 litres par minute. Vous voyez, 1 litre, ça donne à peu près 24% de FiO2. Si on arrive à 6 litres, on a une FiO2 de presque 44%. C'est pas négligeable. Là, si on utilise un masque ordinaire, donc 5 à 10 litres, ça peut donner 40% de FiO2. Pour des débits entre 5 à 8 litres, ça peut arriver jusqu'à 60%. L'intéressant ici, surtout, c'est les masques de concentration. Donc ça, vraiment, c'est ce que je voulais insister sur ça. Donc vous voyez que pour un débit à peu près 10 litres par minute d'oxygène, donc on peut arriver à presque 99% de FiO2. On peut avoisiner l'intubation, la ventilation par un respirateur. Donc il ne faut pas hésiter à utiliser le masque haute concentration chez les patients polytoxiques. Donc la VNI, la ventilation non invasive, je ne sais pas si vous avez l'expérience avec la VNI d'urgence, en tout cas. Donc devant un patient à insuffisance respiratoire, on peut toujours proposer la VNI quand il le faut, donc je suis pour montrer une indication, mais avant tout, il y a quand même des contre-indications. Il faut savoir quand est-ce qu'il ne faut pas la mettre. Bien sûr, il faut avant tout un patient coopérant, puisque ça nécessite la coopération du malade. Il ne faut pas qu'il soit en coma, qu'il y ait un épuisement respiratoire, qu'il soit en choc ou en sepsis sévère, qu'il soit en post-arrêt cardiaque. Il ne faut pas qu'il y ait des vomissements, un pneumothorax, une clé du thorax, un traumatisme facial, puisque ça va gêner la pose du masque facial. Donc, une fois on est rassuré qu'il n'y a pas de contre-indication, quand est-ce qu'on propose ça? Donc, il y a en fait des indications où ça ne se dispute pas, et c'est des indications certaines, c'est les décompensations de PCO et les OAP cardiogéniques. Vraiment, ça trouve l'indication et c'est bénéfique pour les patients, et ça peut épargner la ventilation invasive. Donc, on peut la proposer chez un patient, bien sûr, coopérant, dès que le pH est inférieur à 7,35 et s'il y a une détresse respiratoire, s'il y a de l'hypercapnie ou après l'échec de traitement médical. Sinon, il y a d'autres indications aussi probables à discuter. L'IRH et un immunodéprimé ou l'intubation en ventilation endotraquéale, donc l'intubation. Elle est bien sûr d'emblée indiquée devant une IRA grave malgré l'oxygénothérapie, avec un trauma ou gastro inférieur à 11, s'il y a un choc associé, des troubles du rythme mal supportés, des pneumopathies